I used to get a bit worried sometimes, like you're on your ninth gig at Wembley. Mesdames, Messieurs, le 22 décembre 2025, alors que les rues résonnaient de Driving Home for Christmas, son créateur, Chris Rea, quittait ce monde dans un silence glacial. Une ironie tragique. L'homme qui avait su incarner la chaleur du retour à la maison pour les fêtes s'éteignait à l'hôpital, entouré de ses proches, à l'instant même où sa voix berçait des millions de foyers à travers le monde. Comment expliquer une telle coïncidence ? Était-ce le fruit du hasard ou la boucle finale d'un destin écrit depuis longtemps dans ses chansons ? Derrière l'icône, l'homme a longtemps lutté, contre le cancer, contre la douleur, contre le silence. Et pourtant, c'est en plein cœur de sa saison qu'il a choisi de partir. Pourquoi ce timing ? Pourquoi ce calme absolu ? Et surtout, que voulait vraiment nous dire Chris Rea à travers sa musique, jusque dans son dernier souffle ? Christopher Anton Rea naît le 4 mars 1951 à Middlesbrough, une ville ouvrière du nord-est de l'Angleterre. Fils d'un glacier italien et d'une mère irlandaise, il grandit dans un foyer modeste au sein d'une fratrie de 7 enfants. Loin du glamour londonien, Chris découvre très tôt le poids du travail manuel et la rudesse du climat social britannique des années 50. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans, bien plus tard que la majorité des musiciens de sa génération, qu'il touche pour la première fois une guitare. Un acte presque anodin, qui deviendra pourtant le point de départ d'une destinée musicale hors du commun. Autodidacte, il s'inspire des grands du blues américain, Ray Cooder, Muddy Waters, pour forger une identité musicale singulière. Sa voix grave, rauque, ses mélodies lentes, baignées de mélancolie et de routes humides, tranchent radicalement avec la vague pop acidulée qui domine alors le Royaume-Uni. En 1978, son premier grand succès, Fool, If You Think It's Over, produit par Gus Dudgeon, célèbre pour son travail avec Elton John, s'impose aux États-Unis et annonce un artiste à part, ni star de tabloïd, ni bête de scène, mais un conteur, un homme discret qui préfère laisser parler sa guitare. Au fil des décennies, Chris Rea devient un pilier de la scène britannique, notamment avec les albums Shamrock Diaries 1985, Dancing with Strangers 1987, mais surtout The Road to Hell, disque sombre et visionnaire, critique d'une société consumériste perdue dans ses contradictions. Ce dernier reste son chef-d'œuvre commercial et critique, numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. 2 ans plus tard, il réitère avec Auberge, porté par des riffs de slide guitare immédiatement reconnaissables. Mais plus que les classements, c'est la résonance émotionnelle de sa musique qui frappe. Rea chante la solitude, les départs, les retrouvailles. On the Beach, Joséphine et bien sûr Driving Home for Christmas deviennent des classiques intergénérationnels. Cette dernière, écrite en 1986, raconte un trajet banal sous la neige, mais s'impose avec le temps comme l'un des hymnes les plus tendres et authentiques des fêtes de fin d'année. En parallèle de ses succès, il se tient à l'écart des médias, refusant les grands shows, préférant les petites salles, les longues tournées intimes. Son image reste celle d'un ouvrier de la musique, d'un artisan du blues, habité par une profonde sincérité. Alors comment cet homme, si réservé, si enraciné dans les douleurs ordinaires, en est-il venu à incarner une émotion universelle ? Pourquoi ses chansons semblent-elles toujours parler à ceux qui doutent, qui espèrent, qui souffrent en silence ? Derrière sa voix rauque, quelle vérité se cache encore ? L'année 1994 marque un tournant invisible mais décisif dans la vie de Chris Rea. Alors qu'il est en pleine tournée européenne, une douleur abdominale persistante l'oblige à interrompre ses concerts. Le diagnostic tombe comme une gifle. Cancer du pancréas. Un verdict effrayant, souvent synonyme d'issue fatale à court terme. Pourtant, Chris Rea choisit de se battre. Il subit une intervention chirurgicale lourde, au cours de laquelle les médecins lui retirent une partie du pancréas, une portion de l'intestin et la vésicule biliaire. Après l'opération, il doit vivre avec un traitement à vie contre le diabète, des injections d'insuline quotidiennes et une alimentation strictement contrôlée. Mais ce n'est pas la fin. Contre toute attente, il revient en studio en 1998 avec l'album The Blue Cafe, comme s'il refusait de céder à la maladie.
Ce disque marque un virage esthétique vers un blues plus pur, plus cru. Son jeu de guitare devient plus intense, plus viscéral. Les critiques saluent cette résurrection artistique. Mais derrière la façade, Chris Rea est affaibli. Il commence à parler de la mort comme d'une compagne silencieuse, omniprésente mais invisible. « Chaque chanson que j'écris est peut-être la dernière », confiera-t-il en 2002 dans une interview accordée au Guardian. En 2001, après une série d'hospitalisations, les médecins lui annoncent qu'il ne pourra plus subir d'autres opérations. Il décide alors de quitter les maisons de disques majeures et crée son propre label, Jazzy Blue. Sa production devient prolifique, presque compulsive. Entre 2002 et 2007, il enregistre plusieurs albums autour du blues, dont Dancing Down de Stony Road, une œuvre sombre, marquée par la souffrance et la foi. Dans cet album, il chante comme un survivant, un homme qui vit à contretemps, chaque note étant une respiration gagnée sur l'inéluctable. Mais c'est en 2016 que le corps finit par l'abandonner partiellement. Chris Rea est victime d'un AVC qui touche l'hémisphère gauche de son cerveau. Il perd partiellement l'usage de la parole et sa motricité est altérée. Pendant plusieurs mois, il suit une rééducation pénible, avec l'aide de son épouse Joanne et de ses 2 filles, Joséphine et Julia. Il doit réapprendre à parler, à jouer, à marcher. Beaucoup croient que c'est la fin de sa carrière, et pourtant, 1 an plus tard, en 2017, il remonte sur scène pour une dernière tournée. Fatigué, tremblant parfois, mais habité d'une intensité fébrile. Lors d'un concert à Oxford en décembre 2017, il s'effondre sur scène en pleine interprétation de The Road to Hell. Le silence est glacial. Transporté à l'hôpital, il en ressort quelques jours plus tard, épuisé mais vivant. La vidéo de sa chute fait le tour des réseaux sociaux. Certains fans hurlent à l'acharnement, d'autres saluent son courage. Cette même année, il publie Road Songs for Lovers, un album qui ressemble à un testament. Dans la chanson The Last Train, il chante « I know the track is ending, but I'll stay till the last sound fades ». Les critiques comprennent qu'il est en train de dire adieu. Un adieu lent, douloureux, mais assumé. Comment expliquer cette détermination quasi déraisonnable à continuer malgré les douleurs, les limites physiques, les avertissements médicaux? Était-ce une manière de repousser la mort ou bien un pacte intime avec elle? Tu joues, j'attends. Et jusqu'où peut-on aller quand la musique devient un acte de survie? Décembre 2025. Tandis que les rues du Royaume-Uni se parent de lumière, que les publicités de Noël inondent les écrans et que les notes familières de Driving Home for Christmas envahissent radio et supermarchés, une ombre discrète se glisse dans le silence des couloirs d'un hôpital du nord de l'Angleterre. Chris Rea, 74 ans, est hospitalisé depuis le 20 décembre. Officiellement, il s'agit d'un épisode respiratoire sévère, aggravé par le diabète et les séquelles de son AVC. Il est admis à l'unité de soins intensifs dans un état de grande fatigue. Le 21 décembre, sa fille Julia poste une photo énigmatique sur Instagram, un vieux lecteur cassette posé sur une table de chevet avec une bande magnétique griffée au stylo « Xmas Tape Dad ». La légende « Papa écoute encore une fois ». Le message, effleuré par une tristesse contenue, passe largement inaperçu, sauf pour quelques fans qui y perçoivent une sorte de présage. Selon les informations relayées par la BBC et le Daily Mail, Chris Rea passe sa dernière journée en compagnie de son épouse Joanne et de leurs 2 filles. Les infirmières témoignent d'un patient calme, peu bavard, mais serein. Il refuse l'assistance respiratoire invasive. Il demande simplement qu'on laisse tourner une compilation de ses morceaux préférés, parmi lesquels Blue Street, Steel River et bien sûr Driving Home for Christmas. À 23h, ce 21 décembre, alors que les lumières du service sont tamisées, Joanne rapporte avoir tenu sa main pendant près d'1 heure sans dire un mot. Il s'endort profondément. Le 22 décembre au matin, à 6h42 précise, Chris Rea cesse de respirer. Il s'éteint sans un mot, sans lutte apparente. Le médecin de garde évoque une issue paisible. Joanne, effondrée, demande à la direction de l'hôpital de ne pas communiquer publiquement avant qu'elle-même puisse prévenir leurs proches. Ce n'est que dans l'après-midi que la nouvelle tombe. Christopher Anton Rea est décédé paisiblement cette nuit, entouré de sa famille. L'annonce fait immédiatement le tour du monde.
En France, RTL interrompt sa programmation matinale pour lui rendre hommage. Au Royaume-Uni, les fans affluent devant sa maison de Cookham, Berkshire, déposant des vinyles, des lettres et des guirlandes lumineuses. À Middlesbrough, son quartier natal, la mairie installe spontanément un mémorial temporaire, alors que la chanson « On the Beach » est diffusée à midi depuis les haut-parleurs municipaux. Mais un détail intrigue les journalistes les plus attentifs. Une source hospitalière anonyme confie au The Times qu'un enregistrement vocal inconnu a été diffusé dans la chambre quelques minutes avant son dernier souffle. Il serait une version inédite, ralentie, presque chuchotée de « Driving Home for Christmas », dans laquelle Rea, affaibli, murmure plus qu'il ne chante. Ce fichier ne figure dans aucun disque officiel. Il aurait été gravé quelques jours avant son hospitalisation. Joan, questionné par le Guardian, refuse de commenter. Certaines choses doivent rester privées. Cette scène alimente les spéculations. Sur les forums de fans, une théorie gagne du terrain. Chris Rea aurait préparé lui-même la bande-son de sa mort, une manière poétique de rentrer à la maison une dernière fois, non pas en voiture, mais en musique. Pour d'autres, cette version inédite est un simple geste intime, sans intention de publication. L'émotion est mondiale. Le 24 décembre, lors de la messe de minuit à l'église St. Mary's de Middlesbrough, l'organiste joue Joséphine en version instrumentale. À Londres, une projection spontanée de ces clips est organisée sur les façades de Camden. Et dans les classements musicaux, Driving Home for Christmas remonte aussitôt en tête, un phénomène jamais observé depuis sa sortie en 1986. Ironie du sort, ou boucle parfaite, Chris Rea, l'homme de peu de mots, a quitté ce monde au moment précis où sa chanson la plus douce résonnait à l'unisson sur toute la planète. Certains y voient un hasard, d'autres un signe, et les plus proches affirment que c'était exactement ce qu'il aurait voulu, partir discrètement, mais laisser derrière lui une onde de chaleur dans les cœurs. Il ne reste qu'un mystère. Que contenait exactement cet enregistrement final? Est-ce une simple reprise ou un dernier message caché? Et pourquoi Joan a-t-elle tant insisté pour qu'aucune image de ces dernières heures ne soit partagée? Voulait-elle protéger l'ultime pudeur de l'homme ou préserver une vérité plus profonde, plus difficile à entendre? Depuis toujours, Chris Rea n'a jamais été un homme de lumière. Peu médiatisé, souvent absent des grandes scènes, il se méfiait de la célébrité. Pourtant, à mesure que les jours passent depuis sa disparition, un constat s'impose. Peu d'artistes ont laissé une empreinte aussi intime, aussi universelle. Son décès, survenu à la veille de Noël, a bouleversé bien au-delà de ses fans de la première heure. Des artistes britanniques comme Mark Knopfler, Elton John ou Annie Lennox lui ont rendu hommage en soulignant une authenticité rare dans l'industrie musicale. Knopfler, notamment, a déclaré sur X, ex-Twitter, « Chris ne chantait pas pour vendre, il chantait pour survivre ». Sa famille, restée discrète, a transmis une lettre manuscrite lue par sa fille Julia lors d'une veillée privée à Cookham. Papa pensait que les notes avaient plus de pouvoir que les mots. Il disait que le blues n'était pas une musique triste, mais un abri pour les âmes fatiguées. Les témoignages affluent, de fans anonymes, de chauffeurs routiers, de retraités, de familles en deuil. Tous racontent comment une chanson de Chris Rea les a accompagnés à un moment clé. Un divorce, une perte, un voyage, une réconciliation. Driving Home for Christmas est cité comme la bande-son d'innombrables retours au bercail, de silences pleins de sens, de larmes sur l'autoroute. Au-delà de son œuvre, c'est sa posture d'homme simple, digne et vulnérable qui touche. Son refus de se plaindre publiquement malgré la maladie, son insistance à enregistrer lui-même ses albums, même affaiblis, son humilité quand on lui rappelait ses succès. Un ancien technicien de studio, David Marsh, se souvient « Il arrivait en silence, une thermos à la main, et disait juste « Allons chercher ce qui est vrai ». Et si c'était là le secret de Chris Rea? Ne jamais forcer l'émotion, mais la laisser couler, avec cette lenteur précise qui finit toujours par atteindre le cœur. Son dernier souffle, comme ses chansons, était peut-être une note suspendue, à écouter longtemps après qu'elle s'est tue. La disparition de Chris Rea, aussi paisible soit-elle en apparence, n'a pas mis fin aux interrogations. Bien au contraire, elle a réveillé chez ses admirateurs, ses proches et certains journalistes une série de questions qui résonnent encore aujourd'hui.
Car au-delà des hommages officiels, quelque chose ne colle pas tout à fait. Tout semble trop parfaitement chorégraphié, trop silencieux, trop symbolique. D'abord, il y a cette chronologie. Une hospitalisation discrète, sans communication préalable, un décès annoncé presque 12 heures après le constat officiel, une bande sonore inédite diffusée juste avant sa mort, et le choix du 22 décembre, à 2 jours de Noël, pic symbolique de sa notoriété annuelle. Si l'on en croit certaines rumeurs relayées par des membres du fan club britannique, Rhea aurait refusé un dernier traitement expérimental proposé quelques mois auparavant. Il aurait, selon un témoignage anonyme d'un proche collaborateur, demandé à mourir chez lui, ou à défaut, au rythme de sa musique. Ensuite, il y a le mystère de My Road Ends Here, un titre encore inconnu du grand public, évoqué dans plusieurs échanges privés entre Rhea et son ancien producteur. Ce morceau aurait été écrit en septembre 2025, durant une session d'enregistrement très brève à Londres. Le texte, d'une rare mélancolie, évoque un long voyage qui touche enfin à son terme et une maison qu'on ne voit qu'en fermant les yeux. Pour beaucoup, il s'agirait d'une prémonition consciente, un message déguisé à ses proches et à ses fans. Mais alors, Chris Rea savait-il qu'il allait mourir ? A-t-il planifié sa sortie comme une œuvre artistique ? Était-ce une mise en scène poétique de son dernier adieu ? Les plus sceptiques rappellent qu'il a toujours été un homme pudique, peu enclin aux gestes théâtraux. C'est absurde, tranche le critique musical Gavin Hamilton dans The Independent. Chris n'était pas Bowie, il n'orchestrait pas ses adieux, il écrivait simplement ce qu'il vivait. Pourtant, les signes s'accumulent. Sa dernière interview remonte à octobre 2025, accordée à une radio locale. Il y dit, avec une voix fatiguée, « Si je pouvais choisir, je partirais en décembre. Je n'ai jamais été très bon en été. » Phrase anodine, clin d'œil involontaire ou prescience voilée. Autre point de controverse, l'attitude de sa famille. Joan Rhea, son épouse depuis près de 50 ans, n'a jamais souhaité qu'une cérémonie publique soit organisée. Il détestait les hommages factices, aurait-elle dit. Mais certains fans y ont vu une forme d'isolement, voire de contrôle de son image posthume. Les spéculations les plus extrêmes évoquent une possible clause testamentaire stipulant que certains enregistrements ne devaient jamais être diffusés. D'autres estiment que le silence qui entoure les derniers jours du chanteur cache davantage qu'une simple pudeur familiale. Enfin, un débat philosophique s'installe. Si Rhea avait véritablement anticipé son départ, l'a-t-il fait par résignation ou par liberté ? Était-ce un acte poétique, une ultime œuvre ou le simple lâcher-prise d'un homme fatigué ? Peut-on considérer une mort comme un message ou n'est-ce là qu'une projection collective sur un artiste qu'on refuse de laisser partir ? Quoi qu'il en soit, la controverse ne fait qu'amplifier l'aura de mystère, comme si Chris Rea, discret du vivant, avait finalement réussi à devenir éternel, non pas en criant, mais en chuchotant.